Je suis immigré ici en France, ça va faire bientôt 5 ans. Et moi aussi je travaille en noir. Parce que pour toutes les personnes qui travaillent en noir, on a le même problème avec les patrons, tout ça. Et passe au Gare Nord, dans la journée, tu vois comment les gens ils vendent le maïs et l'arachide. Et là, c'est les cartes. Carte téléphonique, 5 €. Tu vois ça, tu gagnes combien là-dedans? Même pas 20 centimes. Comment tu vas te nourrir avec ça? Ces situations-là se voient tous les samedis matins de travailleurs qui sont toujours en galère, systématiquement discriminés dans l'accès au logement, dans l'accès au boulot. L'image, elle parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. Sous un casque, il n'y a pas un Mamadou, il n'y a pas un David, il n'y a pas un François, il y a pas un... Il y a un seul homme, un ouvrier, pour rappeler à tout le monde que nos grands-parents ont peut-être travaillé ensemble. Ils sont tous issus de Bretagne, d'Alsace, d'Auvergne, d'Espagne, du Mali, du Sénégal. C'est con, je suis en basket, à chaque fois qu'il faut passer le cash, je suis en basket. Féministe organisée autour de Marguerite Durand, qui a fondé en 1800 un journal qui s'appelle La Fronde. C'est horrible, introduire de la compétition. C'est ça. Tu vois, par exemple, là moi j'ai pas de couteau, donc déjà je perds un temps fou pour trouver un couteau. Ma pomme épluchée. Alors que le couteau il est sous tes yeux. Est-ce que 2 pommes épluchées équivalent à une pomme coupée en 4 Non. C'est pas une ouverture au féminisme, mais il y a, c'est-à-dire qu'ils sont un peu obligés de faire évoluer leurs orientations, y compris de se questionner sur ce qui se passe en interne chez eux. Mais les porte-paroles de ces ouvrières en lutte sont encore très souvent des cadres syndicaux masculins. Le syndicat du bâtiment est un syndicat où souvent on retrouve des primo-arrivants, hein, puisque le bâtiment est un secteur qui, encore jusqu'à maintenant, considère qu'une partie de sa production est faite par des gens non qualifiés. Le fait d'être en situation de domination fait que le dominant projette sur le dominé tout ce que lui ne veut pas être. Donc si le dominant se dit « moi je suis rationnel », eh bien le dominé il va être l'irrationnel. Si le dominant dit « je suis intelligent », l'autre va être stupide, etc., etc.
Et vous voyez bien aussi, puisque tout à l'heure on avait un film qui parlait de féminisme, que ce qu'on peut dire à propos des peuples minoritaires, on peut aussi l'étendre plus largement. Celui qui se trouve en situation de catégorie minoritaire, eh bien, il va se trouver victime de stéréotypes, il va se trouver victime de mépris, et quand on essaie de s'en sortir, eh bien, on se prend de nouveaux stéréotypes. Je reprends l'exemple des féministes tout à l'heure, les féministes qui se sont battues contre l'image dégradante de la femme, l'image méprisante qu'il pouvait y avoir des femmes. Et bien après, il y a eu des stéréotypes des féministes. Il y avait en Irlande ce qu'on appelait les penal laws, les lois pénales. Ces lois pénales interdisaient à peu près tout aux Irlandais. Les catholiques ne peuvent ni voter, ni être élus au Parlement, ni exercer de responsabilité municipale, ni pratiquer la loi, ni exercer aucune responsabilité municipale, militaire ou fonction publique. Aux États-Unis, on parlait de white niggers. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, donc niggers c'est très péjoratif, c'est vraiment les nègres dans un sens très péjoratif. Et les white niggers, donc les nègres blancs, c'est les Irlandais. On voit le noir et l'Irlandais qui sont représentés, on les met sur la balance au même niveau et on les présente avec des traits, vous voyez, surtout l'Irlandais, avec des traits de singe. Au XIXe siècle, il y a une véritable paupérisation de la Bretagne, c'est assez peu connu. Au milieu du XIXe siècle, donc Flaubert dit « Dès que vous arrivez quelque part en Bretagne, les mendiants se ruent sur vous et s'y cramponnent avec l'obstination de la faim, où leur timidité, leur ignorance du français les font soupçonner souvent d'inintelligence. » Et là, je pense que c'est aussi une chose qu'on trouve régulièrement dans les phénomènes migratoires, dans les mouvements migratoires, c'est que la personne qui ne maîtrise pas la langue du pays d'accueil, eh bien, est considérée comme inintelligente, est considérée comme stupide. Là, on nous raconte, les usines continuaient à commander des wagons de bretons, véritables bêtes de somme, capables vraiment de fournir un travail de cheval. En fait, on s'aperçoit que où que tu ailles au sein de ton pays, de toute façon, il y a une sorte de racisme envers les personnes venant d'autres régions, effectivement. On le constate partout. Ce que je vois, c'est que d'un quartier à l'autre, on peut dire qu'il y a du racisme. D'une ville voisine à l'autre, il y a du racisme. D'une région, on retrouve exactement les mêmes schémas, effectivement. On a toujours peur de l'inconnu, de ceux qui viennent d'ailleurs. Quand on est minoritaire, en fait, quand on a quelqu'un qui nous domine, quand on est dominé, eh bien, on se retrouve dénigré, on se retrouve méprisé. Moi, je souhaitais parler de mon grand-père et de ma grand-mère maternelle, qui étaient des Bretons d'origine paysanne. À Paris, le métro, l'architecture haussmannienne a d'abord été réalisée par soit une immigration intérieure, c'est-à-dire qu'on se rappelle les maçons creusois. Donc lui travaillait au nettoyage des bus de la RATP et elle faisait des ménages dans les familles bourgeoises. Oui, ça fait 10 ans que je fais le même boulot, je fais le nettoyage et puis j'ai fait une formation de s'équiper laveur de vitres et puis j'ai mal même avec les patrons pour connaître mes qualifications. Le type d'emploi était un emploi non qualifié, bien que la RATP était une entreprise florissante et importante. Mon grand-père nettoyait les bus, quoi. Et ma grand-mère était dans un emploi similaire dans les familles bourgeoises. En France, en 1900, il y a à peu près 100 millions d'habitants, 40 millions dans l'Hexagone, 60 millions dans les colonies. Autant dire que les non-blancs sont majoritaires dans le pays, même si ce n'est pas du tout la représentation qu'on a. Donc ces gens sont dans les colonies d'Afrique et d'Indochine, ils travaillent, ils ont des vies. Gilles n'est pas anticolonialiste, il est favorable à la colonisation. Mais il est lui-même, tout colonialiste qu'il est, scandalisé par les excès de la colonisation. Il voulait une colonisation humaine, une colonisation acceptable. Bon, on exploite un peu les gens, mais enfin, pas trop. Et là, lui-même, il voit des choses absolument insoutenables qu'il raconte dans ces deux livres qui défait la chronique. Un livre de Gilles est un événement, il se fait évidemment beaucoup d'ennemis à cette occasion. Si par exemple on dit aux gens c'est un cours d'histoire, bon, c'est pas passionnant. Si on dit mais pas du tout, c'est un combat d'aujourd'hui qu'on va mener sur l'esclavage qui existe dans plusieurs pays, et il y a parfois en France aussi des formes de travail, d'exploitation qui pourraient arriver
à cet esclavage, et donc il faut s'en prémunir d'une certaine façon. Là, je crois qu'on a beaucoup plus de chances de montrer l'intérêt de l'action pour l'histoire, et l'intérêt surtout de l'histoire pour l'action. Les gens nous disent, oui, mais bon, l'esclavage, c'est le XVIIIe siècle, c'est très vieux, etc. Alors, moi je dis, c'est pas si vieux que ça. Le premier esclavage, il est monarchiste ou impérial. Ce second esclavage est un esclavage républicain. Eh bien, c'est tout récent. Ça fait même pas 70 ans. Ça fait même pas 50 ans, si on va jusqu'en 1960. À l'époque, l'Organisation internationale du travail condamne la France, l'OIT, qui existe déjà dans l'entre-deux-guerres. La France est condamnée par l'OIT. L'OIT dit à la France, ce que vous avez mis en place ne respecte ni le droit français, le décret Schœlcher, ni le droit international. La France passe outre. Est-ce que les syndicats ont toujours été antiracistes ? Alors les syndicats ont été dans une période initiale internationaliste. Après, la position des syndicats quant à la main-d'œuvre étrangère a toujours été ambivalente. C'est-à-dire qu'il y avait la défense des intérêts immédiats des travailleurs français et de voir de quelle manière le fait de l'apport étranger, comme on disait, avilissait les salaires. Mais aussi le fait de dire qu'il n'y a qu'une seule classe ouvrière et que donc, quelle que soit son origine, l'intérêt est d'intégrer pour les syndicats au plus vite et dans la meilleure façon les travailleurs étrangers pour que justement ils soient sur le même plan de revendication que les travailleurs français. Et on voit bien que les syndicats ont du mal avec ça. Quand on regarde plus récemment, que ce soit la CGT, Solidaire, il faut évidemment la CFTC, sont tous en proie à des militants en interne, alors que ces confédérations-là ne sont pas à promouvoir des choses discriminantes ou racistes, mais en interne, il y a des militants qui trouvent que mêler social et discrimination, racisme, c'est pas forcément grave. Les mêmes qui peuvent proclamer l'internationalisme ouvrier peuvent avoir au quotidien oublié de prendre en compte dans leur vision des choses les intérêts ou les spécificités que peuvent subir les travailleurs d'origine immigrée. Mais dans les faits, par rapport à des choses très concrètes, c'est-à-dire la raréfaction du travail, l'utilisation de patronat, du main-d'œuvre bon marché qui est davantage soumise et qui ne serait pas forcément encline à partager les aspirations des militants révolutionnaires, on voit bien que c'est beaucoup plus ambigu. J'ai longtemps voulu m'engager dans quelque chose et c'est vrai que les partis politiques ça ne me correspondait pas. Et je suis revenue le jour où mon patron m'a licencié. Licenciement économique. Au fait, j'avais des problèmes de travail avec mon patron. Et il m'a fait travailler, et puis il m'a licencié. Un licenciement injustifié. C'est pour ça que j'étais adhéré au syndicat. Plutôt au commencement, c'était pour m'aider dans mes trucs, dans mes affaires, tout ça. J'ai rentré ici à syndicat, grâce au syndicat, je connais beaucoup mon droit. Même actuellement, je travaille. Et face, j'ai commencé le mois dernier. Mais franchement... Mais au fur et à mesure, quand je suis venu à des réunions, à des soirées, à participer, mais j'ai vu qu'il y avait une cohésion et ça m'a plu, j'ai envie. Et il m'a dit, viens voir, c'est sympa, des trucs intéressants qui s'y font, et puis donc je suis venu, puis j'y suis encore. La hiérarchie, les patrons, les trucs, je vois pas comment on peut fonctionner autrement que là, comme la CNT, l'autogestion et la lutte des classes, ça me parle. Oui, il y a un intérêt de classe qui nous rassemble. Alors après, ça ne veut pas dire que sous le casque, ces différences s'effacent. On a bien conscience que au sein du syndicat, on ne vient pas tous avec la même histoire et la même situation. Pour moi, faut faire regrimper le taux de syndicalisation. Et s'il te dit... Tu vas pas mettre ça dans le film, hein. Pour moi, l'idée là. Alors si je bouge en même temps, mais pas dans le même sens. Normalement, normalement, la casserole bouge aussi.